4e séance du séminaire en ligne de l'ISTM branche francophone. Donc aujourd'hui, la séance s'intitule « Les nouvelles médiations audiovisuelles du live entre format, industrie et patrimoine culturel numérique ». Donc on va écouter deux communications, l'une présentée d'abord par Michael Spanu et l'autre par Sylvain Marté. Et la séance va d'abord être introduite par Loïc Riom, qui a donc jointement avec Michael Spanu pensé et proposé cette séance dans le cadre de la préparation d'un numéro de la revue Sociologie sur ce thème des captations de concerts, qui paraîtra un jour prochainement. Je vais laisser les intervenants faire des annonces si elles en sont à ce stade. Et donc, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, avant qu'il se lance, deux mots peut-être simplement sur Loïc Riom, donc, qui est docteur en études des sciences et des techniques, diplômé de l'École supérieure des mines de Paris. Il enseigne à l'Université de Lausanne et il travaille principalement sur la musique live, les infrastructures culturelles et l'industrie musicale. Sa thèse portait sur l'économisation des formats intimistes et secrets de concerts et il poursuit maintenant ses recherches sur les liens entre innovation et investissement en musique. Et Loïc, tu peux y aller. Merci beaucoup, Marion, pour cette introduction. Merci à tous et toutes d'être là pour cette séance de séminaire. Alors, comme le disait Marion, l'idée, à la base de la proposition de séance, il y a un numéro qu'on coordonne avec Michael Spanu. Numéro qui est en cours d'élaboration. En gros, les articles sont en train d'être évalués à la revue Sociologie avec S, en ligne, la revue de la ISLF, donc Sociologie de langue française. Et à la base de ce numéro, il y a l'idée, un intérêt commun avec Michael sur cette question de la captation audiovisuelle du live, qui a un peu émergé dans un panel que j'ai co-organisé avec Alexandre Camus de l'EPFL à Lausanne sur les professionnels du live. Et en fait, on s'était retrouvé avec pas mal de communications qui portaient non seulement sur ces personnels de support qui sont importants pour faire des concerts, mais plus particulièrement sur les captations. Et on s'était dit, il y a peut-être quelque chose à mettre en regard, à faire dialoguer ces différents travaux sur ces pratiques particulières du concert qui concernent non pas leur organisation, proprement dite, mais le fait de les filmer et ensuite les diffuser. Donc là, très rapidement, parce que je crois que c'est plus intéressant de discuter les deux présentations, les deux communications qui suivront, mais l'idée, c'est de donner un certain nombre de balises pour non seulement cadrer et dire un petit peu sur quoi vise, de quoi veut parler ce numéro spécial, et puis voilà, d'un peu alimenter la discussion, se mettre chacun dans l'ambiance. Donc je vais essayer de faire une petite dizaine de minutes en posant certaines balises pour la suite. Donc, effectivement, quand on parle de captation live et de live stream et dans les différentes déclinaisons, on est dans un moment quand même particulier. Alors, je tiens peut-être à souligner que la réflexion a commencé en 2019, donc avant les confinements liés à la pandémie. Et forcément, toutes ces questions-là ont pris encore un tour nouveau et supplémentaire à ce moment-là. Là, je pris 3 images simplement de moments qui ont peut-être été marquants pendant ces temps de confinement sur ces questions de captation de concerts, de diffusion, soit en direct, soit différé, avec des formes très différentes, que ce soit les Rolling Stones, chacun dans leur salon, en train de jouer pour ce mouvement autour de la pandémie où pendant 24 heures, différents artistes se sont succédés sur des live streams. Le concert de Travis Scott sur la plateforme Fortnite, donc de jeux en ligne, un concert complètement virtuel, mais qui a lieu en même temps avec plusieurs millions de joueurs qui se sont connectés. Et puis aussi certains formats
de live streaming qui utilisent des plateformes spéciales comme TikTok, Twitch. Et là, j'ai pris l'exemple d'un groupe coréen. On a un papier d'ailleurs dans le numéro qui normalement devrait sortir plus spécifiquement la K-pop et le rôle qu'a joué les live streaming dans ce marché-là pendant cette période-là. Alors ça, c'est un premier temps. Si on remonte un petit peu dans le temps, et ça, je pense que c'est peut-être plus ce que Mika et moi, ce qui nous a marqué à la base, en fait, et intéressé à cette question, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'un renouveau de la captation live autour des années 2000, avec plein de blogs, notamment sur Internet, mais aussi des radios, qui se sont mis à capter des concerts, souvent dans des formats un peu bizarres, un peu insolites. Là, notamment les Arcade Fire qui jouent dans un ascenseur pour la blogothèque. Voilà, un renouveau de ces formats autour du web, souvent bricolés avec peu de moyens, mais pas seulement. Puis quand même des institutions assez importantes comme NPR, là, au milieu avec les Tiny Desk qui sont investis ce type de format. Ça, c'est un premier moment qui est plus récent, qui peut effectivement nous marquer et auquel on peut penser. Mais finalement, en fait, les concerts ont une place plus ancienne aussi. Si on remonte et on change de médium et qu'on remonte un petit peu en arrière, on peut penser à la place que les concerts jouent dans la télévision, la captation. L'histoire des musiques populaires ont été marquées par des concerts transmis à la télévision. On peut penser les Beatles que l'Amérique a découvert dans la retransmission du concert au Shea Stadium. Des grands événements comme le Live Aid ou des événements récurrents comme l'Eurovision. Et puis troisième, si on se déplace encore de médium et peut-être qu'on remonte encore un petit peu dans le temps, on peut aussi trouver des liens entre cinéma et captation audiovisuelle de concerts. Alors, c'est toujours problématique d'essayer de trouver le premier concert filmé. En tout cas, il y a certaines personnes qui affirment que c'est ce film qui s'appelle Concert Magic, qui est la retransmission, l'enregistrement d'un concert donné par Menuhin. Probablement qui a plus marqué l'histoire. On pense tous au rock documentary et notamment à celui de Woodstock. Et puis aussi pour relever qu'en fait ces formats existent toujours et que de temps en temps il arrive que des groupes sortent des films concerts. Là récemment, je crois que c'était en 2019, sauf erreur, le groupe Justice, le groupe français Justice qui a sorti une captation de concert. Donc voilà, c'est pour souligner à la fois l'épaisseur historique en fait, de ces processus-là. Ça n'a pas commencé avec le Covid et les confinements, et la variété aussi des médiums, des formats et des pratiques. Alors avant de laisser la place aux deux communications, peut-être très rapidement de nouveau esquisser 3 chantiers qu'on essaye un peu de défendre dans le numéro spécial. Premièrement, c'est l'exploration des coulisses des captations. C'est se dire qu'en fait, derrière ces objets filmés qu'on voit sur le web, au cinéma ou à la télévision, en fait, il y a une production et c'est des résultats de processus et que ces processus méritent d'être documentés. Notamment parce qu'ils articulent un certain nombre de savoir-faire et de professions qui sont encore très peu documentés. En tout cas, à notre connaissance, il y a peu de travaux qui décrivent comment à la fois les équipes son et vidéo, mais aussi ensuite de mise en ligne, tout ce monde professionnel qui s'articule, comment ils travaillent, ils disposent d'outils communs, ils se coordonnent. Et du coup, documenter leur savoir-faire, comment ils travaillent, mais aussi les problèmes auxquels ils se retrouvent engagés quand on décide de faire un concert, une vidéo, d'un concert, une vidéo. Et avec notamment la question qui nous paraît intéressante, que moi j'ai en partie essayé de documenter dans ma thèse qui portait sur une entreprise qui s'appelle Sofar Sounds, qui organise des petits concerts mais qui sont ensuite diffusés sur YouTube pour partie. Quelles sont les conceptions à la fois de l'image et du son qui sont articulés dans ces contenus audiovisuels, et là avec aussi une volonté de participer aux réflexions qui existent depuis plusieurs années dans les Sound Studies. Voilà. Deuxième chantier,
qui concerne l'économie, l'économisation du live, ces marchés. Alors, avec la question pas toujours évidente et qui pose souvent problème aussi pour les professionnels de comment ces captations s'inscrivent dans un écosystème plus large. Comment un secteur se structure autour de ces objets, spécifiques ou non, qu'est-ce que font ces entreprises, quels sont leurs modèles d'affaires. Et puis, quel est le statut en fait de la captation là-dedans? Est-ce que c'est un produit d'appel, un produit dérivé? Est-ce que c'est aussi un objet qui peut avoir ses marchés propres? À quelles conditions? Comment? Et comment les marchés autour de ces objets sont construits? Et puis, les questions du coup connexes à cette question de la mise en marché, qui sont les formes de renouvellement du droit d'auteur, comment on renégocie ce genre de dispositif pour des captations. Ça pose, en tout cas en France, souvent des problèmes. Mika, je pense, en dira quelques mots, mais aussi d'inscription dans un certain nombre de débats sur les modèles de rémunération des artistes, mais aussi de l'écosystème et des gens qui sont autour d'eux. Puis, dernier chantier, alors on l'appelait patrimoine, il est probablement plus large, c'est un plus la question des publics, des pratiques. Quelque chose qui, moi, me frappe, c'est que quand maintenant on cherche un morceau sur YouTube, on tombe souvent sur des multiples versions où la même chanson peut être jouée comme ça dans plusieurs contextes, plusieurs formes d'émissions, de sessions acoustiques, etc. Donc, une configuration que je trouve intéressante parce qu'elle va un peu de manière antagoniste avec ce qui a été pendant longtemps dans la pop, l'ontologie, entre guillemets, de la chanson par l'album, où là, on se retrouve face à ce que j'aurais envie d'appeler une espèce de mise en version de la pop, hein, où on se retrouve avec des titres qui sont comme ça, non plus inscrits sur un seul album comme version d'origine, mais qui se retrouvent décuplés dans plein de formats différents. Et des questions qui se posent par rapport sur la manière dont ces versions circulent, qu'est-ce qui est archivé, sur quelle plateforme, comment, par qui. Et une question dont Sylvain parlera et qui sort dans plusieurs papiers qui nous ont été proposés, c'est le rôle des amateurs et des amatrices dans ce phénomène qu'on pourrait qualifier de patrimonialisation. Alors, c'est peut-être pas tout à fait le bon terme, on peut en débattre. Mais du coup, un certain nombre de personnes documentent c'est peut-être d'une certaine manière entre en résonance aussi avec des vieilles pratiques, notamment pour le concert, et aussi du coup des questions qui se posent sur si on considère ça comme des collections, quelle est leur longévité, comment on peut assurer leur préservation, leur maintien, mais aussi des questions de gouvernance, hein, notamment on voit tous les contenus de concerts qui se retrouvent sur YouTube, qui sait qui du coup garantit que ce contenu va continuer à exister et à préserver ce patrimoine. Donc voilà, c'était les trois chantiers qu'on essaye de défendre dans l'introduction du numéro, avec quelques repères historiques, pour un peu baliser le paysage. Et je laisse maintenant la parole aux deux intervenants suivants pour entrer un peu plus dans le concret de terrain et de cas plus particuliers. Ça marche. Merci beaucoup, Loïc. Alors, donc maintenant, on va écouter la première communication qui va être présentée par Michael Spanou, qui est donc docteur en sociologie de l'Université de Lorraine et qui poursuit actuellement un post-doctorat à l'Université nationale autonome de Mexico. Il travaille d'une part sur la diversité des langues dans les musiques populaires et d'autre part, ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur le développement de la musique live, sur ses médiations numériques et ses liens avec la vie nocturne. Et donc, il va nous parler aujourd'hui de la construction d'une filière de la vidéo de concert en France. On t'écoute, Michael. Super, merci beaucoup. Alors, effectivement, donc ce travail que j'ai fait avec Jérôme Guibert et Catherine Rudan
il part d'un projet qu'eux-mêmes avaient monté avec le Labexica et qui visait donc à travailler sur, voilà, sur les captations, surtout à partir du cas de la France, qui, on va le voir, est assez particulier. Et donc là, je vais vraiment avoir une approche très industrie culturelle d'une certaine manière, très centrée sur la production. Alors, je sais que ça peut être un peu frustrant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les captations, sur qu'est-ce qui est changé, on va dire, par rapport à l'expérience live, le fait de le mettre en vidéo. Ça, c'est finalement presque, j'ai envie de dire, l'enjeu central de est-ce que quelque chose est perdu, est-ce que quelque chose de nouveau est fabriqué dans ce passage à la vidéo. C'est d'ailleurs le sujet d'un autre article d'un autre travail que j'ai fait, cette fois plutôt avec Catherine, toujours à partir d'entretiens avec des professionnels, qui sortira donc pas dans le numéro de sociologie que je dirige avec Loïc, mais plutôt dans un numéro de la revue québécoise Communiqué, donc l'article a été accepté déjà et qui est un numéro dirigé par par Jérôme Guibert et quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus qui. Martin Lucier. Voilà, Martin Lucier, effectivement, merci beaucoup. Et donc voilà, donc toutes ces questions plutôt esthétiques, entre guillemets, elles sont abordées dans cet autre article. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vraiment me centrer là-dessus, sur la partie production, avec une perspective peut-être plus socio-économique, quoi, qui est chère notamment à Jérôme. Voilà, juste pour l'introduction informelle, et là je me lance un peu plus dans le travail formel qu'on a fait. Donc la captation audiovisuelle, elle est aujourd'hui en fait un maillon stratégique de l'économie justement de la musique, en particulier parce que les représentations et la valeur qui sont associées au concert occupent une place qui est grandissante en général dans la filière musicale en tant qu'écosystème qui est de plus en plus médiatique. Donc le cas le plus emblématique, c'est probablement le live stream aujourd'hui qui connaît un essor énorme et notamment lié à la pandémie. Alors, dans le cadre de cet article, ce qu'on décrit et analyse, c'est donc ce développement d'une filière à partir de la captation, c'est-à-dire, nous, ce à quoi on s'intéresse, c'est la captation professionnelle, c'est-à-dire une activité qui implique des entreprises spécialisées dans la réalisation, la production et la diffusion de vidéos de concerts, dont la gestion des droits lié à la propriété intellectuelle est finalement la pierre angulaire. Et c'est ce qui fait la différence avec les captations amateurs que tout le monde connaît ou que d'ailleurs tout le monde peut faire. Et donc, en se penchant sur le cas français, ce qu'on montre, c'est que la captation elle s'est développée à l'intersection de mondes qui sont relativement éloignés, dont la collaboration n'est pas toujours aisée, vous allez le voir. Donc, la production de spectacles, évidemment, la production audiovisuelle et aujourd'hui les plateformes de diffusion numérique. Et donc, en ce sens, la captation, elle s'inscrit au cœur de plusieurs logiques industrielles, ce qui entraîne des changements dans les rapports entre acteurs de la filière musicale, mais aussi des changements dans la diversité des contenus filmés. Et ça nous intéresse, nous, particulièrement, en tant que chercheurs sur les musiques populaires, vous le verrez. Donc, nos données d'enquête, elles sont principalement issues d'entretiens avec des acteurs impliqués de diverses manières dans la captation. Donc, ça peut être plutôt production de concerts, production audiovisuelle, mais aussi on s'est appuyé sur des supports écrits qui viennent de la presse professionnelle, etc. Alors, les producteurs de spectacles, qui sont un peu les premiers maillons de la chaîne, c'est eux qui contrôlent la filière de la musique live d'une certaine manière, dont dépend toute captation. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils sont assez peu intéressés par la prise en charge de la captation. C'est ce qui frappe au début quand on fait des entretiens avec des producteurs de concerts. En fait, si on voit par exemple leur prise de parole officielle, même, ils considèrent que déjà, ce n'est pas leur cœur de métier, la captation, que ça peut constituer une forme de concurrence à leur activité, puisqu'il y aurait cette croyance que les gens n'iraient plus au concert puisqu'ils peuvent les voir en vidéo, ou bien encore que c'est finalement la captation un produit assez pauvre, un gadget, à peine un goodie pour les fans. Et ça, on peut l'illustrer de plein de manières. Donc, par exemple, au début des années 2010, le studio SFR, donc téléphonie mobile, organisait dans un cadre surtout de promotion et de communication des concerts qui étaient diffusés en live stream pour des abonnés à l'opérateur.
Et ce qu'a observé en fait Jérôme quand il faisait son enquête sur le live au même moment pour le ministère de la Culture, c'est que les producteurs de spectacles, ils estimaient que Studio SFR déjà n'était pas lié à l'économie de la musique, et, en particulier du live, mais plutôt au domaine du numérique. Les captations des SFR, en fait, elles renvoyaient plutôt à un régime de valeur médiatique, tant sur le plan symbolique, puisqu'il y avait cette espèce d'aura cool des services de téléphonie associés au live, que des valeurs aussi économiques, puisque les éventuelles retombées financières étaient liées à la publicité et en aucun cas liées à on va dire, à la filière traditionnelle du concert qui est financée, elle, par la billetterie. Et donc, cette démarcation, elle est d'autant plus manifeste que nombre de vidéos produites par SFR ont finalement terminé par être des sessions sans public, et ça, notamment après l'échec du partenariat entre SFR et la salle parisienne La Cigale, qui s'était carrément renommée La Cigale SFR. Ça avait embêté beaucoup de gens à la Cigale, vous l'imaginez. Plus récemment, dans le contexte de la pandémie, l'ancien président du PRODIS, donc le PRODIS, c'est l'organisme patronal de la production de spectacles vivants, affirmait que les concerts à la maison, c'est amusant une fois, ça génère de la communication, mais c'est un gadget sans avenir, ça distrait le follower qui veut voir à quoi ressemble la salle de bain de Jean-Louis Aubert, je cite, hein. Mais tout ça n'est pas se réinventer, c'est une réponse à une situation dramatique, cela ne correspond à aucun modèle économique. Fin de citation. Donc, lorsqu'il envisage en fait le live comme un écosystème, l'ancien président du PRODIS, un écosystème qu'il faut préserver en temps de pandémie, les producteurs audiovisuels de captation ne sont pas cités comme faisant partie de cet écosystème. Et les entretiens qu'on a réalisés auprès des producteurs de spectacles reprennent en fait généralement un type d'argumentaire anti-captation, entre guillemets. Par exemple, l'un d'eux soulignait que fréquemment, les équipes de captation perturbent le bon déroulé d'un spectacle, c'est-à-dire l'expérience de rencontre entre un public et un artiste, notamment par l'aspect envahissant des caméras. Il mentionnait également les horaires qui devaient être modifiés pour correspondre au direct d'un timing médiatique, dans le cas d'une captation retransmise en direct. Donc, au-delà de ces différentes visions du concert et de son économie, il y a aussi une variable juridique qui est importante, puisque lorsqu'un concert de musique, un concert est capté, le producteur de spectacle, qui est pourtant à l'origine de l'événement, ne dispose en fait d'aucune rémunération liée à la propriété intellectuelle. Et ça renvoie en fait aux années 80, quand se négocient en France les droits voisins des droits d'auteur. Le spectacle vivant, à ce moment-là, il était assez peu lucratif et peu structuré, tandis que les industries de musique enregistrée, elles, étaient triomphantes. Et le concert, d'ailleurs, à cette époque-là, était réduit à une activité de promotion à destination des nouveautés discographiques. Donc, les partenaires sociaux qui représentaient le spectacle vivant n'avaient pas les moyens de faire valoir leur point de vue. Et donc, finalement, les droits d'auteur qui étaient liés aux captations étaient réservés aux auteurs-compositeurs, et les droits voisins aux captations étaient attribués aux artistes-interprètes, d'une part, et aux producteurs phonographiques, d'autre part, mais pas aux producteurs de spectacles. Et donc, avec la montée de l'image dans les années 2000, la captation, on va dire, et l'exploitation même des live streams, la seule manière en fait pour les entreprises de spectacle qui voudraient faire valoir un droit sur les captations, ce serait de les coproduire ou de coproduire des disques. Or, vous le savez, ça demande des moyens considérables, c'est un autre métier, et seules certaines multinationales comme Live Nation ou AEG peuvent assumer des coûts de ce type-là, mais en fait, même eux, ils le font, mine de rien, assez peu en général. Donc, il existe un monde du concert qui est vraiment distinct de celui de la captation, tant en termes de structure de l'industrie que de valeurs sociales, culturelles, économiques qui sont accordées aux différents produits issus du concert. Alors, avec une telle réticence des premiers concernés, comment on peut expliquer quand même le boom des captations de concerts et notamment le boom sur les plateformes numériques? Alors, il faut s'intéresser aux producteurs audiovisuels, donc ceux qui réalisent les captations, qui, d'une certaine manière, sont le maillon suivant dans la chaîne qui participe à la création d'une captation. Donc, ils ont longtemps été en fait engagés comme de simples prestataires par les maisons de disques pour des captations qui avaient un objectif surtout promotionnel. Et d'ailleurs, la valorisation médiatique de ces captations, pendant longtemps, elle était très ambivalente. C'était
soit diffusé au format DVD ou VHS, voilà, pour les fans d'une certaine manière, ou diffusé de manière assez tardive à la télévision. C'était rarement un programme, disons, phare, et principalement réservé à des artistes très connus de variété qui disposaient de moyens importants, puisque bon, une captation, ça coûte assez cher. Donc là, je vous ai mis par exemple un exemple voilà, de gens qui ont fait beaucoup de captations, donc Johnny Hallyday. L'ambivalence de la valorisation médiatique des captations, elle se doublait aussi d'une codification esthétique assez stricte de la plupart des captations, dont les moyens étaient généralement limités à une prise vidéo entre guillemets fonctionnelle de la prestation scénique. Donc, je n'ai pas le temps de détailler, mais je pense que vous voyez un petit peu le format. Si vous avez déjà vu quelques captations de concerts, elles se ressemblent beaucoup toutes. Donc, malgré des exceptions, le style de réalisation restait relativement homogène d'un genre à l'autre, alimentant une vision peu créative de la captation, notamment si on la compare au clip vidéo. Donc, je passe sur le cas des captations au cinéma dont a parlé Loïc, qui est quand même un cas très particulier, il faudrait le développer à part. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est finalement le débouché principal qui existe avec Internet, qui est le streaming vidéo. Donc, comme vous savez, donc, certaines plateformes mettent à disposition du spectateur des captations de concerts, donc en premier lieu YouTube, mais leur modèle économique, surtout YouTube, ne s'inscrit pas du tout dans une logique d'investissement vers l'amont, vers la production de ces captations. Donc, tout le risque financier repose finalement sur le producteur qui dépend des modes de monétisation des plateformes, donc la publicité ou du soutien de sponsors qui peuvent être des marques de vêtements, de banques. Il y en a quand même beaucoup qui ont fait ça, qui ont sponsorisé des captations. Et donc, si les plateformes vidéo ont un intérêt finalement à proposer de la diffusion de spectacles, c'est surtout pour attirer des internautes dans une logique d'économie de l'attention. Et de fait, les captations sont assez populaires sur YouTube. Hein. Il y a plusieurs millions de vues parfois pour certaines captations. Et ce qui est intéressant, c'est que, assez paradoxalement, le contexte de précarité pour les producteurs audiovisuels qu'entraîne Internet, entre désengagement des maisons de disques et profusion de contenus diffusés gratuitement sur les plateformes, en fait, renforçait un peu l'autonomie artistique du producteur audiovisuel. Donc, c'est ce qu'on observe en fait dans les années 2010, fin des années 2000, début des années 2010, avec ce tournant vidéo, comme l'appelle Fabian Holt, qui a aussi mentionné Loïc, avec l'apparition de beaucoup de blogs qui étaient plutôt amateurs et do-it-yourself, effectivement, au départ, avec une vision très créative de la captation, très, très, très originale. Et ils ont en fait renouvelé les codes de réalisation à travers des formats de captation originaux, plus intimistes, avec ou sans public, ce qui a généré une nouvelle forme d'attractivité pour les contenus musicaux filmés en direct. C'est le cas donc, notamment des soirées de poche de la Blogothèque qui sont apparues en 2006 ou des DJ sets de Boiler Room apparus en 2010. Donc, tous deux spécialisés dans des genres musicaux spécifiques et donc avec des codes visuels qui sont liés d'une certaine manière à ces genres musicaux. Et qui sont diffusés d'ailleurs gratuitement sur Internet. Et donc, ces producteurs-là, ces producteurs vidéo, d'une certaine manière, je les appelle comme ça parce qu'ils se sont en fait assez vite professionnalisés, tant sur le plan technique qu'administratif. Ils ont commencé à collaborer avec d'autres professionnels afin de rendre leur modèle viable économiquement. Donc, la Blogothèque, par exemple, a commencé à produire des séries de captation pour Arte, de même qu'un autre blog qui s'appelle Sourd Oreille. Et parallèlement, à la fin des années 2000 et 2010, ce qui est intéressant, c'est que nombre de producteurs audiovisuels historiques qui étaient spécialisés dans d'autres secteurs, par exemple la publicité, la captation de théâtre ou de festivals, se sont aussi intéressés aux concerts, mais plutôt dans des petites et des moyennes salles de concert, à des artistes indépendants pour le compte de chaînes publiques, encore une fois, comme Arte ou Culture Box. On va voir qu'elles ont un intérêt particulier ou une importance particulière, ces plateformes. Et donc, les producteurs audiovisuels de captation sont en fait devenus des intermédiaires entre les labels, qui sont les ayants droit sur les captations, et tous les acteurs qui cherchent à capitaliser d'une certaine manière sur la nouvelle valeur des contenus live. Donc, c'est surtout la téléphonie mobile au début des années 2010, mais aussi d'autres marques, des médias, et puis bien sûr les diffuseurs
classiques, les chaînes de télévision. Et donc, c'est le cas, par exemple, d'un ancien journaliste qu'on a rencontré, un ancien journaliste musical qui a intégré une entreprise de production audiovisuelle spécialisée dans la captation dans les années 2010 et dont, en fait, le carnet d'adresses auprès des managers et des maisons de disques était l'atout principal pour pouvoir négocier les droits en amont afin de réaliser une captation. Et donc, par exemple, bon, ils ont fait des captations de Ben Harper ou des Kills à la Flèche d'Or. Donc, ouais, la Flèche d'Or, c'est quand même une moyenne salle à Paris, ce qui est une proposition finalement assez nouvelle dans le cadre du paysage audiovisuel de la captation historique, qui était donc, comme je le disais, plutôt réservé à des grands artistes de variété. Et toutefois, bon, cette nouvelle vision artistique ou créative de la captation, bon, elle ne suffit pas pour créer un secteur à part entière. Hein. En France, c'est surtout donc, les deux plateformes de streaming, Arte et Culture Box, qui ont contribué à la consolidation de ce secteur, puisque en fait, elles participaient aux investissements amenant les captations. Et ça, c'était surtout grâce au CNC, au Centre national du cinéma, on va le voir un peu plus loin. Et donc Arte Concert, qui a commencé comme Arte Live Web, et Culture Box d'autre part. Et en 2013, juste pour vous donner quelques petits chiffres, il y avait plus de 20 millions d'euros qui étaient affectés sous forme d'aide automatique par le CNC ou d'aide sélective d'avance, qui représentaient plus de 300 heures de programme donc de captation de concerts. Alors, pour comprendre cette espèce de réorganisation autour de la captation, il faut en fait revenir sur le contexte particulier de l'audiovisuel français, qui est un peu au centre de la politique culturelle de la France, hein, la politique dite d'exception culturelle, qui oscille entre des formes de démocratisation des arts savants et de démocratie culturelle, c'est-à-dire de promotion des arts au sens élargi. Et donc ça concerne la captation de deux manières. Premièrement, la diffusion de spectacles vivants à la télévision, en fait, elle est historiquement présente dans le cahier des charges des chaînes publiques, des chaînes de télévision publiques, mais c'était plutôt réservé aux arts savants, donc par exemple les spectacles du Festival d'Avignon ou les concerts de la Philharmonie de Paris. Donc là, je parle de la période pré-Internet. Deuxièmement, la captation, en fait, elle est depuis très longtemps éligible à des aides publiques à la production à travers le CNC, comme je le disais. Et donc, c'est grâce à ces aides que les chaînes publiques ont pu faire de la captation de concerts un contenu phare et finalement assez peu onéreux de leur passage au numérique, puisque les captations, elles constituaient la base de leur nouveau catalogue numérique, un catalogue original qui avait une certaine aura culturelle qui est assez chère au service public, dans un contexte d'abondance de contenu généré par les utilisateurs sur d'autres plateformes comme YouTube. Et donc ça, on a pu le constater en fait, lors d'un entretien qu'on a fait avec une des personnes qui est à l'origine de la plateforme Arte Live Web, aujourd'hui Arte Concert. Donc c'est des choses qui nous ont été présentées telles quelles. Par ailleurs, les chaînes publiques ont bénéficié non seulement donc, de moyens importants comparés on va dire, à d'autres plateformes qui ont essayé de se positionner sur ce marché au même moment, c'est-à-dire des plateformes complètement dédiées à la captation, donc une plateforme qui a essayé de se monter qui s'appelait Grand Crew, par exemple, qui était une plateforme française, mais qui ne pouvait pas rivaliser évidemment avec Arte, qui avait beaucoup de moyens. Mais au-delà des moyens, c'était aussi une expertise en termes de gestion des droits de diffusion qui, je le rappelle, sont la clé de voûte de tout ce business et la condition nécessaire par ailleurs pour être éligible aux aides du CNC. Donc la gestion des droits d'une captation, en fait, c'est extrêmement complexe parce qu'il y a beaucoup d'acteurs différents, entre maisons de disques, artistes, compositeurs, interprètes, et ça demande donc beaucoup de moyens. Et donc l'ancien cadre d'Arte Live Web, il parlait d'ingénierie contractuelle qui était bien intégrée chez Arte et qui a permis de développer ce catalogue-là et de faire beaucoup de captations. Et donc, on peut raisonnablement penser que cette dimension administrative, contractuelle, est l'une des raisons pour lesquelles d'autres acteurs ont peiné à se positionner, pas seulement sur le marché français, mais même sur le marché international d'ailleurs. Et ce développement d'une offre de captation par des acteurs publics, par des chaînes publiques, comme elle est moins guidée par des objectifs de rentabilité que par une volonté historique de promouvoir le spectacle vivant à l'écran, ça rend aussi plus facile le dialogue avec les ayants droit qui en l'absence de commercialisation à but lucratif, sont plus enclins à céder leurs droits.
L'autre avantage des contenus musicaux pour développer les plateformes web des chaînes publiques comme Arte et France Télévisions, c'est que ces contenus ils étaient perçus comme ayant la capacité de rajeunir le public. Donc, ça allait de pair avec une ouverture de la palette des esthétiques musicales proposées. Donc, aujourd'hui, si vous vous connectez au site, on trouve beaucoup de genres, du rap, de la techno, du rock ou encore du métal. Et donc, justement, l'exemple de la captation du Hellfest, qui est quand même le festival de métal le plus important en France, est assez éclairant, puisque le métal, comme c'est un genre assez marginal dans les médias généralistes français, on pourrait s'étonner de sa présence année après année sur la plateforme d'Arte. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'il a trouvé sa place grâce à un concours de circonstances assez caractéristique du développement de l'offre numérique des captations, à savoir d'une part la proposition spontanée d'un producteur audiovisuel qui était présent sur le festival, avec un budget accessible pour Arte, et d'autre part la volonté d'Arte de disposer d'un catalogue original et attractif pour un public plus jeune. Et de fait, le Hellfest, c'est une des meilleures audiences d'Arte en termes de captation. Alors, cet élargissement du catalogue sur les plateformes publiques a eu deux conséquences notables. D'un côté, les producteurs audiovisuels qui étaient déjà présents sur le marché de la captation, mais plutôt art savant, comme je le disais, et qui étaient déjà connectés au CNC, vous allez voir comment, ils ont, eux, élargi leur gamme de spectacles à capter. Donc, c'est le cas, par exemple, d'une entreprise comme Neutra, qui était d'abord spécialisée dans le théâtre de boulevard, producteur audiovisuel et d'autres types de contenus audiovisuels. Et d'un autre côté, on a assisté à l'émergence de nouveaux producteurs audiovisuels dits digital natives, qui étaient spécialisés dans des esthétiques recherchées par les plateformes publiques. Donc, c'est le cas de la blogothèque que j'ai déjà mentionné, qui est passé du statut de blog vidéo à celui de société de production audiovisuelle diffusée par les chaînes publiques. Et donc, ce type d'acteurs faisait donc pleinement partie de ce qu'on vient d'appeler un secteur professionnel de la captation audiovisuelle de spectacle. Et ce secteur, comme il est organisé autour de l'action du CNC, je vais maintenant évoquer un petit peu comment fonctionne ce modèle-là pour terminer cette présentation. Donc, le Centre national du cinéma, il impulse en fait la captation à travers un préfinancement, une avance en fait sur recettes qui peut quand même correspondre jusqu'à 40% du budget total de la captation, qui est versé à un producteur qui dispose déjà d'un diffuseur accrédité auprès du CNC. Donc, ça peut être Arte, Concert ou Culture Box pour la diffusion numérique, mais pas YouTube. YouTube ne rentre pas dans la catégorie reconnue par le CNC, puisque ce n'est pas une plateforme française, et surtout, en fait, elle ne participe pas au préfinancement des captations qu'elle diffuse. Donc, ce dispositif du CNC, qui n'est pas spécifique au spectacle vivant d'ailleurs, il permet théoriquement d'engager des frais sur une production à venir et donc d'assurer une certaine stabilité financière. Il a été instauré en 1986 dans le cadre du compte de soutien aux industries de programme sur le modèle du fonds de soutien au cinéma, si jamais vous ne l'aviez pas encore compris, et il persiste aujourd'hui avec les plateformes numériques de diffusion audiovisuelle. Donc, la part du budget du CNC qui est réservée au spectacle vivant, elle est passée de 0,3% en 1991 à 11% en 2011. C'est énorme. Déjà, ça ronge une partie du budget historiquement dédié à d'autres catégories de programmes, mais surtout, ça témoigne donc de l'ampleur qu'a pris le spectacle vivant dans le domaine audiovisuel français. Et donc, à l'instar du modèle de financement du cinéma français, ce soutien, en fait, il se définit en partie par une volonté de soutenir l'industrie audiovisuelle française dans un contexte global. Et ce soutien, il s'illustre particulièrement dans le dispositif de soutien automatique qui consiste en fait à verser l'avance automatiquement au producteur pour une période d'1 an renouvelable, tant qu'il justifie du respect des critères du CNC et d'une activité soutenue. Donc, vous imaginez ce que ça peut représenter pour un producteur audiovisuel d'avoir un soutien comme ça automatique chaque année. Et donc, parmi ces fonctions, le CNC contribue également, selon ses propres termes, à corriger les défauts du marché, entre guillemets, par exemple l'homogénéisation de l'offre, mais aussi à équilibrer les forces entre les différents acteurs pour éviter la concentration, notamment. Et donc, le CNC en fait, impose des conditions pour financer une captation dans un objectif de soutien et de développement à une filière où tout le monde est rémunéré, ce qu'ils appellent une culture de la coproduction. Donc,
En gros, l'intervention en fait, du CNC, désolé si c'est un peu dense, mais il y a beaucoup d'infos là sur le CNC. L'intervention en fait, du CNC, elle poursuit un objectif de régulation qui transforme la captation en une activité qui est plus proche de la création cinématographique française que de la commande commerciale. Et ça se concrétise de deux manières. Premièrement, par l'établissement de seuils pour le coût horaire d'une captation, ce qui constitue en fait un frein à pour les nouveaux entrants sur le marché de la captation. Et deuxièmement, donc ça évite en fait d'avoir des gens qui cassent les prix d'une certaine manière. Et deuxièmement, ça se concrétise par une autonomie qui est conférée aux producteurs audiovisuels afin d'éviter les mécanismes de sous-traitance dont je parlais au début de la présentation, qu'on appelle la production exécutive. Et ça consolide d'une certaine manière le processus d'autonomisation artistique que j'ai déjà mentionné du côté des producteurs audiovisuels. Donc ça, c'est encore une fois un héritage direct de la politique des auteurs du cinéma français. C'est ça qui est intéressant, à savoir que les films et donc là les captations, sont avant tout considérées comme des œuvres, comme des productions de l'esprit d'un auteur dont l'autonomie garantit la qualité d'une certaine manière. Il en va de même donc, pour les captations qui sont considérées comme des œuvres et ça a plusieurs conséquences au rang desquelles on peut citer la vocation à durer dans le temps, ce que le CNC appelle la dimension patrimoniale des captations, contrairement aux programmes dits de flux, entre guillemets, qui sont d'essence plutôt promotionnelle. Et donc l'ouverture des droits de diffusion de la captation sur une durée importante, de l'ordre de plusieurs années pour les captations de musique populaire, par exemple, c'est un enjeu crucial, puisque déjà c'est l'objet d'une négociation extrêmement difficile avec les ayants droit, les producteurs phonographiques en premier lieu, puisque ces derniers, en fait, ils ont souvent des réticences à céder sur ces usages prolongés de diffusion de concerts, car ils y voient une forme de perte de contrôle partiel sur les contenus artistiques qu'ils ont eux-mêmes financés et parfois lourdement financés, donc l'enregistrement d'un disque, le marketing qui est lié, etc. Donc la dimension patrimoniale, pardon, je termine juste sur cette dimension patrimoniale qui conditionne le soutien du CNC. Elle comporte donc deux aspects. Je vais essayer de résumer. Le premier, c'est un aspect plutôt strict et objectif qui correspond à la notion d'œuvre fixée sur un support qui a vocation à durer dans le temps. Donc, c'est négocier les droits pour une diffusion longue. Et le deuxième, qui est plus subjectif, qui correspond à une vision d'auteur, une signature artistique. C'est-à-dire que le CNC demande que la captation soit d'une certaine manière stylisée. Et là, la blogothèque, elle illustre assez bien ce deuxième aspect, puisque son style de captation assez intimiste lui a permis de passer du statut de blog vidéo indépendant à celui d'entreprise de production audiovisuelle reconnue par le CNC. Et donc, il existe deux composantes pour la régulation du CNC qui construisent finalement ce modèle professionnel de la captation en France qu'on essaye d'esquisser dans ce travail. C'est le type de répertoire qui est présenté dans les captations, qui est censé correspondre à une forme particulière de diversité culturelle entre savants d'un côté et populaire, mais pas vraiment mainstream, c'est-à-dire que le CNC ne finance pas des captations de Florent Pagny, par exemple. Le deuxième aspect, c'est l'esthétique de la captation elle-même, qui est censée correspondre à une forme d'innovation formelle qui dépasse le cadre de la captation comme témoignage d'un événement passé. Alors là, c'est très polémique, évidemment, il y aurait de quoi débattre. Donc, pour conclure, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que dans un contexte international qui est dominé par le capitalisme de plateforme, et malgré la difficulté historique à valoriser les contenus vidéo musicaux, la configuration propre au contexte français est intéressante dans la mesure où elle rend possible l'existence d'un véritable secteur professionnel spécialisé dans la captation audiovisuelle des concerts, où le partage de la valeur est régulé selon un modèle éprouvé, pré-Internet d'une certaine manière. Et ce modèle, il répond au dilemme qui est assez classique du tournant numérique de la musique, c'est-à-dire trouver un modèle économique viable pour les activités numériques d'une part et adapter les activités dites traditionnelles à l'environnement d'autre part. Et si ce type de régulation est souvent perçu comme un frein à l'innovation, force est de constater que dans ce cas précis, c'est plutôt le contraire qui a eu lieu. Non seulement l'offre de captation a sérieusement, elle a même explosé, mais la gamme d'acteurs qui est impliquée dans la création de ces contenus, elle s'est diversifiée, elle a permis de faire évoluer les formes et la valeur esthétique des vidéos de concert.
faisant de la France un cas particulier et assez reconnu finalement pour son originalité à l'international. Et donc, cette évolution, elle constitue, moi, je pense, un nouveau territoire de recherche, et c'est ce qu'on essaye de montrer avec Loïc, sur la médiatisation des performances musicales, que d'ailleurs, la récente crise du Covid a rendu d'autant plus urgent d'investir, je pense, du fait du déplacement massif et soudain de l'activité musicale live sur les plateformes numériques. Voilà, merci beaucoup. Désolé, j'ai pris un peu de temps, mais voilà, j'espère que c'était clair. Et puis, si vous avez des questions après la présentation de Sylvain, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Mickaël. C'était clair. J'ai appris plein de choses. Je pense que je ne suis pas la seule. Donc, nous allons écouter Sylvain Marté, qui est docteur en sociologie donc de l'Université du Québec à Montréal et qui travaille actuellement comme responsable de la recherche au Centre collégial de transfert en pratique sociale novatrice Artenso, ainsi que comme chargé de cours dans le programme d'action culturelle de l'UQAM. Et il s'intéresse aujourd'hui au rôle des vidéos de concerts publiées notamment sur YouTube dans la création et la circulation d'une mémoire de la scène hardcore de Montréal. Sylvain, tu peux y aller, je te laisse lancer ton partage. Merci Marianne. Je vais vous parler aujourd'hui donc de cette recherche qui se retrouvera, si tout va bien, dans le numéro de la revue dont parlait Loïc plus tôt. Pour situer comment est-ce que ce projet s'est développé, au départ, je travaille au-delà du live, je travaille sur l'idée de microdiffusion sur YouTube. Pour le dire plus clairement, comment est-ce que les individus, les auditeurs, qu'ils soient fans ou juste amateurs de musique occasionnelle, se sont mis à partager de la musique, des morceaux de musique sur YouTube dont ils ne possèdent pas les droits. On le voit notamment avec des artistes très populaires. Un de mes cas préférés à présenter, c'est toujours Britney Spears, qui a des vidéos en centaines de milliers d'exemplaires. Donc, ma question initiale, c'était pourquoi est-ce que des gens remettent en ligne quelque chose qui est déjà? Et ça m'a quand même amené vers le live parce qu'il y a beaucoup de versions, comme le disait Loïc plus tôt, il y a beaucoup de versions parallèles de morceaux de musique, notamment beaucoup de versions live, certaines captées professionnellement, j'y reviendrai après, mais aussi d'autres beaucoup captées non professionnellement, avec des téléphones, voire avec des outils plus anciens. Donc, c'est vraiment comme ça que je suis arrivé sur cette question du partage de live, de concerts sur des plateformes. Alors aujourd'hui, je vais parler de YouTube, mais en fait, je vais parler plus d'Instagram parce que c'est pareil, mon terrain a évolué au fur et à mesure de la recherche. Alors d'abord, pour revenir sur le terme même de live, c'est très, très intéressant de s'intéresser à l'évolution du terme. Dans son article « The Economy of Live Music in the Digital Age », Fabian Holt revient là-dessus. Il montre notamment comment la notion de live est le produit de transformations sociales et culturelles beaucoup plus large. Le terme même de live, tel que je vais l'utiliser aujourd'hui, donc vraiment dans son utilisation, son apparition en anglais, puis son lien avec la diffusion. On parle ici pas de musique live en personne, mais vraiment de captation de live, donc de reproduction du live dans des formats techniques numériques ou non. Bref, ce terme-là, il apparaît dans les années 30 en anglais pour permettre aux radios de préciser à leurs auditeurs si ce qu'ils entendent est en train d'être joué par des artistes présents dans les studios de la radio ou si ce qu'ils entendent est un enregistrement de musique préalablement fait qui est rediffusé. Puis cette précision, elle est importante à l'époque parce qu'avant le développement massif, la possibilité d'utiliser de la musique enregistrée en radio, pour entendre de la musique, il fallait qu'il y ait un artiste en direct qui joue. Donc la musique en radio était par essence live. Mon collègue, ancien superviseur de stage postdoctoral, Martin Lucier, qui co-dirige le numéro de revue dont tu parlais, Mickaël, plus tôt, adore citer cette époque parce qu'il y a eu vraiment une grève de plusieurs artistes dans les radios qui se sont mis en grève en disant on ne peut pas être remplacé par des enregistrements. Ils ont perdu, mais l'idée même du live se rapporte en fait à cette précision nécessaire. C'est en direct ou c'est pas en direct, ce que vous entendez à distance, ce qui est diffusé est en direct ou pas. La notion de live va évoluer encore beaucoup avec l'arrivée de la vidéo et le terme de live et ce que ça recouvre va vraiment être très teinté par l'importance que prend la vidéo dans les années 80.
et ça montre aussi une cristallisation qui a à partir des années 60, dont on a parlé aussi un peu, qui est celle de l'album studio et de l'importance que prend l'enregistrement et la version enregistrée officielle par rapport à toutes les autres formes de musique qui peuvent exister. Avec le développement de la musique de studio, des mixages, une séparation va se créer entre ce qu'on peut entendre en direct dans un spectacle, puis ce qu'on peut entendre chez soi sur un support audio. Ça se complète, ça continue avec le développement numérique. Donc, il y a des auteurs comme Paul Theberge ou Le Guern qui travaillent vraiment là-dessus, sur l'impact du numérique, finalement, sur les capacités de production, mais aussi l'impact du numérique sur le décalage qui peut continuer à se creuser entre ce qui est permis en diffusion en direct, en présence, et ce qui est permis en écoute différée. Nick Pryor, en 2012, a sorti un très bon livre là-dessus qui montre bien qu'en fait, l'importance des outils numériques dans la production vient créer une séparation complète. On n'est plus du tout obligé d'avoir une musique qui est jouable en personne pour pouvoir avoir une carrière artistique. Et là, c'est quand même un changement assez grand par rapport à l'histoire de la musique dans son intégrité. À partir de ce moment-là, la catégorie du live, elle s'ancre à la fois dans le mode d'enregistrement, mais surtout dans l'attente de la part de l'auditeur d'une absence de manipulation sur la musique. Ce qui est live, ce qu'on entend comme live, c'est quelque chose qui est le produit d'une représentation en direct. L'impact de la vidéo, j'en ai parlé, est vraiment important au point qu'on va voir se développer, comme tu l'as montré, je pense c'est Michael, les DVD de Johnny Hallyday. On va voir apparaître une forme du live, un développement de qu'est-ce que c'est le live. Ce n'est pas n'importe quel concert, ce n'est pas n'importe quel type de captation. On se retrouve avec une définition du live comme l'enregistrement du direct dans une certaine dimension esthétique particulièrement importante pour ce qui est de la vidéo. Il y a eu beaucoup d'enregistrements live de concerts, mais aujourd'hui, dans un temps numérique comme le nôtre, ce n'est plus les albums live qui sont importants, c'est les vidéos live et souvent les vidéos live de chansons. Donc, la boucle est bouclée. Le live qui désigne aussi l'enregistrement d'une prestation en concert passé, alors que le terme au départ visait à exclure exactement ça pour préciser à l'auditeur ce qu'il était en train d'écouter. Bon, je voulais passer là-dessus rapidement, mais j'en ai parlé beaucoup. C'était une introduction pour souligner en fait la difficulté de définition de la musique live et l'importance de considérer le poids et l'évolution des industries musicales dans cette définition du live. Finalement, dans une large mesure, le live, c'est le négatif du studio. Et dans cet esprit, on l'a vu, un désengagement, en fait, un intérêt plus grand des industries musicales pour le studio, l'album. Tu en parlais aussi, Michael, un peu plus tôt, le fait que la prestation live soit souvent considérée comme promotionnelle, voire que le spectacle live soit considéré comme promotionnel. On va sortir un album, puis on va faire une tournée pour défendre l'album et en vendre des copies. Ça a profondément marqué le développement de cette esthétique du live et de cette économie de la musique live. Avec l'apparition sur Internet des premiers dispositifs de partage de fichiers et le développement de technologies de compression puissantes, l'échange de musique en ligne s'est beaucoup accru. Et quand on parle d'échange de musique en ligne, il y a effectivement les morceaux officiels, mais il y a aussi beaucoup les morceaux non officiels, ceux qui ont été enregistrés à part. Et là, il faut faire un lien assez important entre le développement de ces nouvelles formes des formes de circulation de la musique, pardon, et tout le courant du bootleg et tout le mouvement du bootleg. Dès l'instant où il est possible d'enregistrer de la musique, on va avoir une concurrence entre les ayants droit, les artistes, la partie de l'industrie musicale qui les soutient, les labels, les maisons de production, les distributeurs et les auditeurs. On va avoir une concurrence qui va se créer parce que dès les années 60, on a des dispositifs d'enregistrement portable qui deviennent accessibles un peu plus largement à la population et des dispositifs de copie de ces enregistrements-là. Donc, le bootleg, qui existe sous des formes un peu différentes jusqu'aux années 60, va prendre un énorme essor parce que, entre guillemets, n'importe qui est en mesure d'aller à un concert de Grateful Dead ou de Bob Dylan, de l'enregistrer et d'ensuite le diffuser, même si Bob Dylan ne le veut pas ou n'est pas au courant, même si le label de Bob Dylan ne le veut pas ou n'est pas au courant. Donc ce changement-là est absolument majeur dans la circulation de la musique parce qu'il va il va permettre de prendre conscience de l'importance des individus dans la circulation de la musique en concurrence avec celle de l'industrie.
petit retour en arrière, j'ai fait ma thèse sur le partage et la découverte et le partage des goûts musicaux, pas nécessairement ancrés dans une technologie en particulier, mais ce qui m'intéressait, c'était de voir à quel point les liens sociaux, à quel point la mémoire, à quel point les collections parentales, par exemple, peuvent avoir une influence dans la découverte de musique et le partage de cette musique sans qu'on soit dans une logique économique. Je pense que vous êtes des spécialistes de la musique, vous êtes au courant que la musique dépasse l'industrie musicale, mais parfois l'industrie musicale n'est pas au courant de ça, ce qui explique la grande lutte qu'il y a eu notamment contre Napster, mais auparavant, ce qui explique aussi la lutte qu'il y a pu avoir contre le développement d'enregistreurs cassettes ou le développement de graveurs de CD. Je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même assez vieux pour me rappeler de cette époque-là, qui avait nécessité l'instauration d'une taxe sur les supports vierges, en fait, l'ajout du CD et des graveurs de CD dans la taxation sur les supports vierges. La France le fait, mais la France n'est pas le seul pays à avoir des dispositifs qui permettent en fait d'autoriser la copie privée en sachant qu'il y a une petite circulation locale en échange d'une taxe sur les supports vierges. Si on remonte encore plus dans l'histoire, il y a eu aussi des fakebooks. Avant même la musique enregistrée, il y avait de la circulation sous le manteau de partitions qui permettaient à tout le monde de reproduire la musique que des compositeurs n'avaient pas spécialement prévu de rendre accessible. Donc, je vais un peu dans tous les sens, vous me dites si c'est clair. Mon point ici est de souligner que la circulation de la musique en marge des industries musicales est aussi vieille que les industries musicales, voire plus vieille encore, et que chaque nouvelle génération technique permet d'avoir de développer donc la quantité de choses à laquelle on a accès, quantité de choses qu'on peut copier et largeur de diffusion de ce qu'on a copié. La diffusion de la musique n'est donc pas historiquement ancrée dans une structure professionnelle, elle appartient aussi aux auditeurs. C'est pour ça que j'aime, avec mon collègue Martin Tétu, parler de microdiffusion, c'est-à-dire de la diffusion au niveau micro. Ça ne veut pas dire que les conséquences de cette diffusion ne sont pas massives, mais que pour l'auditeur qui va mettre pour la millième fois Toxic de Britney Spears en ligne, on n'est pas dans une volonté de devenir la plus populaire nécessairement, mais souvent dans une volonté de partager un morceau qu'on aime bien sans se rendre compte dans quel ensemble plus large il s'inclut. Et toutes ces pratiques sont importantes à considérer pour la présentation que je fais aujourd'hui, c'est parce que avec les réseaux sociaux numériques et la généralisation du partage des vidéos entre utilisateurs, les pratiques individuelles de mise en circulation de la musique se mettent à joindre des grands groupes ou se mettent à devenir très visibles. OK. Cette possibilité-là, elle est grandement liée à la difficulté qu'ont eu des acteurs des industries musicales à assurer la transition vers le numérique. Donc, quand je parlais tout à l'heure de mon projet principal sur la microdiffusion, mon corpus pour ce projet-là, donc qui est différent de ma présentation d'aujourd'hui, porte sur 40 ans de chansons qui ont gagné le Gala de la disque au Québec. C'est un peu l'équivalent des victoires de la musique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de contenus qui sont antérieurs à l'arrivée des industries musicales et qui sont organisés, mis en ligne, archivés, discutés par des auditeurs, par des individus, par des amateurs, parfois par des personnes spécialisées, mais souvent par des personnes qui ont mis 3 vidéos en ligne dans toute leur vie sur YouTube, dont une vidéo live d'une artiste québécoise. Ça nous montre qu'il y a un temps de démarrage un peu décalé pour les industries musicales qui a permis à YouTube de s'imposer comme un énorme acteur de la circulation et de l'écoute musicale, par exemple. Mais au-delà de YouTube, on voit que Facebook ou Instagram, d'autres sites, d'autres réseaux sociaux numériques non spécialisés en musique prennent une place considérable. Alors, on pourrait en parler peut-être dans les questions, mais il y a toutes sortes de systèmes, notamment Content ID sur YouTube, qui permet de rétribuer les artistes quand l'algorithme repère que leur morceau a été mis en ligne par quelqu'un d'autre qu'eux. Mais le live sort complètement de cette catégorie-là, surtout les captations personnelles de live, parce qu'aucun algorithme n'est capable, dans le brouhaha que constituent les captations live individuelles et amatrices, de reconnaître la chanson qu'il y a derrière. Donc, on a beaucoup de contenus qui sont en circulation, mais qui ne rentrent pas dans le radar des industries musicales ou dans le radar de ce que YouTube peut donner aux industries musicales. Oups, je suis encore ici.
Donc, le partage de l'archive, moi, m'intéresse particulièrement ici parce que les archives, les captations dont je vais vous parler, que je vais vous montrer tout à l'heure, ne sont pas des captations récentes, ne sont pas des concerts qui sont en train d'être faits aujourd'hui, ce sont des captations du passé qui ont été numérisées. Et ça prend une énorme place dans ce qu'on retrouve sur les chaînes spécialisées de musique live. Alors, il y a deux catégories. Il y a des captations professionnelles qui ont atterri sur des DVD que des personnes remettent en ligne, mais il y a aussi des captations qui ont été réalisées par des individus et qui sont mises en ligne de leur côté. Ça explose complètement autour des années 2000 et il y a plusieurs travaux sur le circulatory tone, désolé pour mon accent, qui en parlent beaucoup, l'arrivée des téléphones portables, l'arrivée d'outils de captation audio et vidéo légers, accessibles à l'ensemble de la population, va complètement modifier la production de témoignages de la musique live. Puis, dans un deuxième temps, le développement de réseaux comme Instagram va complètement modifier la capacité de la mise en circulation de ces contenus-là, puisque tout le monde est capable d'envoyer une mauvaise vidéo d'un petit bout de concert, et ce qui rentre quand même dans les algorithmes. Je vous expliquerai tout à l'heure comment est-ce que ça se retrouve dans le terrain. L'histoire de la production et de la consommation culturelle sont indissociables de l'histoire de l'archive de la culture. Je suis heureux d'entendre parler du fait que la captation soit reconnue comme une forme de patrimonialisation. Pour David Beer, un auteur qui a travaillé notamment sur la circulation de la musique, c'est absolument essentiel de comprendre qu'il n'existe de consommation, de production. On ne peut pas comprendre la production et la vie culturelle sans pouvoir s'appuyer sur des archives et sur les formes d'archives. On sait que les formes d'archives électroniques ouvrent la porte à beaucoup plus de quantité, mais qu'il faut aussi vraiment être en mesure de s'intéresser à ce qu'en font les auditeurs, à ce qu'en font les passionnés, parce que toutes ces archives-là se retrouvent à être mises en action, mises en vie par leur incursion dans des réseaux sociaux numériques ou dans des dispositifs comme des plateformes de peer-to-peer qui permettent des échanges au-delà de la simple acquisition d'un morceau. Quand on parle de peer-to-peer, on utilise souvent en musique le cas de Napster parce que ça a été l'application la plus clivante probablement, mais j'aime beaucoup le cas de Soulseek, qui est une autre application parallèle, qui est beaucoup plus communautaire en fait, parce que son fonctionnement le plus abouti, ce n'est pas un moteur de recherche sur lequel on va chercher ce qu'on veut, le prendre sans avoir des interactions, mais il faut aller dans un channel, il faut échanger avec des passionnés, puis il y a des logiques qui sont très très présentes dans les scènes musicales, qui permettent ou non d'accéder à la musique. Si vous êtes sur la scène, sur un channel punk hardcore, vous allez devoir montrer patte blanche, montrer votre connaissance de ces scènes-là, montrer votre collection parfois pour avoir accès à des nouveaux morceaux que vous n'avez pas. On reviendra là-dessus parce que cette forme de partage-là, elle se retrouve aussi aujourd'hui dans des chaînes ou dans des chaînes YouTube ou sur des comptes Instagram spécialisés. Alors, si je vais plus directement sur mon terrain de recherche, les questions qui m'intéressaient ici, c'était le rôle que jouent les captations vidéo de concerts dans la circulation de la musique sur les réseaux sociaux numériques et par extension, quel rôle vont jouer ces captations dans les scènes musicales dont elles témoignent. Au départ, mon projet était de faire une sorte de typologie des différentes chaînes YouTube qui mettent en accès des contenus vidéo de concerts produits par des membres de l'audience. Pas les vidéos professionnelles, mais vraiment les vidéos amateurs. Il y a énormément de comptes, donc amateurs jusqu'à semi-professionnels, de gens qui ne vivent pas de cette activité, de vidéos qui ne sont pas de facture professionnelle, surtout au niveau de l'audio. Parfois, la captation vidéo est bonne, mais l'audio est terrible. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était voir une typologie là-dessus. Quand j'ai commencé ce travail préalable, j'ai commencé à rentrer en contact avec plusieurs administrateurs de ces chaînes-là. Et finalement, je suis tombé sur une personne qui, par son parcours, me semble absolument intéressant pour approfondir mon intérêt sur la circulation de la musique et surtout l'importance des amateurs, l'importance des individus moyens dans la vie de la musique en ligne et hors ligne. Alors, le cas que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une chaîne YouTube, puis on va encore plus parler d'Instagram. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Est-ce que vous me suivez toujours sur mon navigateur en ce moment? Oui, c'est bon. C'est bon, merci. Et cette chaîne, donc, c'est celle qui est tenue par ce monsieur qui s'appelle Andy Chicomac.
C'est une chaîne qui est spécialisée, en fait, qui est uniquement constituée d'archives personnelles qui viennent documenter la scène punk hardcore montréalaise de 1997 jusqu'à 2006 essentiellement. Donc, je vais faire défiler ça assez rapidement pour voir. Donc, ça, c'est l'interface d'Instagram. Et donc, c'est une personne qui partage des flyers comme celui-ci, qui va partager des t-shirts ou des disques, souvent des pièces de collection, de sa collection personnelle. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est qu'il partage énormément de vidéos de concerts qu'il a pris lui-même entre 1997 et 2006, et des vidéos qui n'existent nulle part ailleurs que sur ses comptes. Alors, il a deux comptes. Il a son compte Instagram qui est lié à une chaîne YouTube. Hop. Est-ce que ça va être ici? Absolument. Et sur la chaîne YouTube, il y a des concerts intégraux. Donc, c'est des concerts de punk hardcore, souvent des vidéos courtes, mais je vous assure que les concerts intégraux sont là-dedans. Et on voit qu'il y en a une quantité énorme, énorme, énorme. Il y a des centaines de concerts qui ont été captés, puis qui ont été numérisés par Andy. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce cas-là, je trouve, c'est qu'il a une utilisation séparée de Instagram et de YouTube. J'ai commencé à le connaître par sa chaîne YouTube, donc dans mon cadre initial. Mais ce qui se passe sur Instagram est vraiment intéressant parce que la section commentaires va être beaucoup plus animée et va montrer en fait comment cet acte-là de partage d'archives s'inscrit dans la vie d'une scène musicale. Je reviens là-dessus. Alors, j'ai récupéré 1013 publications sur son compte, 342 étant des vidéos de concert. J'ai suivi une approche disons, d'ethnologie en ligne pour être en mesure de capter l'ensemble des interactions qui sont liées à ces vidéos-là, avec une difficulté technique qui est celle que Instagram ne permet pas la collecte automatique de contenu. Donc, j'ai dû faire tout ça sur du fichier Excel. En complément, j'ai fait 2 entrevues avec Andy, une préalable, puis une autre qui a été enregistrée et qui me permet d'avoir des citations que je vais utiliser dans la suite de la présentation. Alors, Andy Chicomac a créé ce compte en 2018. Il l'a créé pour partager des archives qu'il avait et il souligne que c'est beaucoup au début c'était un peu pour lui, mais c'est très rapidement devenu sur la demande de toutes les personnes qu'il avait dans son réseau. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans la scène musicale punk hardcore montréalaise, donc c'est sûr que ses amis lui ont rapidement demandé quelles sont devenues toutes les vidéos que tu as captées parce que cette personne était connue pour enregistrer systématiquement tous les concerts ou à peu près tous les concerts de punk hardcore qui ont eu lieu au tournant des années 2000. Alors, dans l'entrevue, on a parlé, dans le droit fil de ce qu'on fait pour l'étude des scènes musicales, on a parlé notamment de des raisons de son engagement dans les concerts. Puis, très rapidement, il soulignait qu'il a essayé de filmer quand il s'est rendu compte que ça se faisait, que dans ces concerts-là, il y avait à peu près toujours une personne dans le public, venue du public, qui prenait des vidéos. Alors, dans l'article, c'est un petit teasing, ça vous encouragera à lire le numéro de la revue, je détaille davantage ça, notamment l'importance du bootleg à ce moment-là. On est dans les années 90 et il y a littéralement des personnes qui, devant les concerts, proposent des listes de captation, soit audio, soit vidéo, souvent vidéo. Et pour 10 $, on peut avoir 1 heure de concert. On a juste à décider quel concert on veut. Comme c'est des concerts hardcore, on peut aussi, pour 10 $ avoir 2 concerts. Et donc, ça participe de son intérêt pour la scène musicale, pour la musique, cette possibilité d'amasser des collections de vidéos, mais aussi de participer à la production de collections. Dans son cas en particulier, il va aussi produire des vidéozines, soit des compilations de différents concerts entrecoupés d'entrevues parfois. Ce qui est particulièrement intéressant parce que tout à l'heure, Michael, tu montrais Johnny Hallyday et les DVD et le formatage du live. Là, on est dans le DIY complet. Donc, il y a une voie parallèle de développement de vidéos live, de compilation de live et d'un marché parallèle, celui de la captation à bout de bras avec un petit caméscope transformé en VHS qui circule contre des sommes pas très élevées. Ils ne font pas ça pour l'argent. Il y a très peu de personnes dans le milieu du bootleg. En fait, il y a eu plusieurs travaux sur le bootleg qui montrent que le bootleg, c'est rarement fait pour des motifs financiers, mais vraiment davantage pour des motifs de développement de collection et d'archivage de la vie de scène musicale.
Il y a des contraintes techniques, évidemment, dans la captation pré-numérique, celui de rentrer en caméscope dans la salle. Et il y a une contrainte dans la diffusion. C'est très complexe de faire circuler des VHS. C'est très complexe aussi de faire circuler des CD. Il faut les produire, il faut les vendre, il faut les amener. Donc là, pareil, à ce moment-là, on est au tournant des années 2000. Pour avoir une cassette VHS, il faut que quelqu'un se déplace pour vous la donner en personne. Donc, tout ça fait en sorte que, même si Andy a continué à capter tous les concerts, quand il a arrêté de faire des vidéozines, il n'a plus cherché à les transmettre, si ce n'est de temps en temps à des artistes en particulier, directement au groupe de passage. Mais il n'y a plus de volonté de diffuser cette collection. Quand il s'intéresse à la numérisation au départ, ce n'est pas dans une perspective de diffusion non plus, mais plutôt dans une perspective de préservation de la collection. Les cassettes VHS s'abîment, s'usent, la poussière rentre dessus, puis aussi les dispositifs de lecture de ces cassettes-là sont de plus en plus limités. Donc, de son côté, il y a un intérêt à numériser d'abord pour lui. Mais rapidement, une fois que c'est numérisé, on se rend compte que ça peut être facilement partagé. On peut y aller avec YouTube, on peut y aller avec Instagram, on peut y aller avec plein d'autres plateformes qui permettent très simplement de mettre en ligne des contenus qui n'y étaient pas à destination de publics qui pourraient être intéressés, ou aussi dans une logique d'archivage parce que Instagram ou YouTube agissent comme des plateformes centralisatrices pour toutes les informations sur ces concerts. Je vais revenir en ligne. Désolé pour ces petits allers-retours-là. Si on regarde ces vidéos, on voit que dans sa descriptive, dans sa façon de faire, on a des informations. Où est-ce que ça s'est passé? Quelle date? Qui était là? Quel groupe était là? Et il y a des hashtags aussi qui permettent de trouver, si on cherche Inform Above, qui est un groupe de punk hardcore dans le moteur de recherche d'Instagram, on va tomber sur des vidéos ou des éléments qui sont liés à ça. Donc, il y a on dit en mauvais français, une curation, il y a une stratégie d'organisation des données de la part d'Andy pour que ces contenus soient accessibles. Chaque publication lui permet de partager des informations, donc, mais aussi de partager des souvenirs. On le voyait rapidement dans l'exemple que je vous ai donné, il souligne que ça fait 20 ans, parfois il souligne les difficultés qu'il a eues pour la captation, parfois il souligne l'importance de ce concert. Par exemple, ce groupe n'a joué qu'une fois à Montréal, ou c'était le dernier concert de tel band, ou c'était le premier concert de tel autre. Donc, il y a une volonté de partage d'informations qui viennent avec ça. Puis, comme il le dit en entrevue, s'il est passé sur la plateforme Instagram, c'est pour parler. Il met le clip sur Instagram pour en parler. Et cette dimension sociale, elle est absolument essentielle. On va le voir. Donc, il y a une approche d'archiviste DIY de sa part qui existe avant l'arrivée de son compte Instagram. Mais il y a aussi une volonté, de partager cette démarche. Par exemple, il dit, donc pour parler de sa pratique en général, il souligne qu'il prend toujours les têtes d'affiche, qu'il prenait toujours les têtes d'affiche, faisait attention à toujours avoir le numéro 1 dans les concerts qu'il prenait, mais certaines premières parties lui manquent parce qu'il voulait économiser de la batterie. Donc il y a des dimensions techniques qui rentrent dans l'explication de ce qui est pris, ce qui est gardé ou non, mais dans sa démarche à lui, c'est une démarche de collectionneur complet et c'est le maximum possible. Il a des groupes, il a 30 concerts différents de certains groupes, et c'est la seule personne à avoir autant d'archives là-dessus, ce qui a un intérêt vraiment majeur. Donc, je reviens là-dessus. Donc, sur les 342 vidéos qu'il a dans le corpus que j'ai étudié, il y en a 287 qui sont commentées, et beaucoup de ces commentaires sont de la part de personnes qui connaissent qui étaient là, ou de personnes qui connaissent le groupe, qui auraient voulu être là, voire des membres du groupe. Et donc, il y a une activité très, très grande dans ces discussions-là qui font vivre le live au-delà de l'écoute musicale elle-même. Un des commentaires soulignés, par exemple, donc les commentaires étaient à peu près tous en anglais, mais je les traduis, je les traduis personnellement. Un des commentaires souligne « C'est génial que tu aies gardé autant d'images de tant de groupes. Ce sont des gens comme toi qui font perdurer la musique et le message. Nous t'en sommes reconnaissants. »
l'importance de la diffusion du live est encore plus importante que l'importance de la captation du live aujourd'hui pour cette scène-là. Alors, dans les discussions, un des premiers types de discussions, c'est vraiment les demandes spécifiques. Et ça nous ramène complètement à ce qui a existé dans les pratiques de bootleg, c'est-à-dire qu'on avait des listes de bootlegs sur lesquelles on pouvait avoir des contenus. Avec cette initiative d'Andy, on passe à autre chose qui est davantage des demandes de la part des personnes. Il a énormément de vidéos qu'il ne veut pas forcément mettre puisqu'il veut respecter un sens chronologique, mais parfois, il va répondre aux demandes des personnes. Dans les autres formes, je vois que le temps passe, donc je vais un peu plus vite là-dessus. Dans les autres formes de discussion de live, il y a la captation vidéo comme témoignage. Et ça, c'est ce qui constitue la plus grande partie des commentaires, la plus grande partie des interactions. C'est la place de ce concert ou la place de ce groupe ou de ce moment ou de ce lieu dans la vie d'une scène musicale qui est aujourd'hui reconfigurée notamment parce que les personnes qui l'a peuplée ont vieilli. On est 20 ans après, une vingtaine d'années après, et on a des personnes qui ont maintenant des familles, qui sortent moins, qui vont moins au concert. On a des groupes qui sont différents, on a des lieux qui sont différents. Et donc, les captations de vidéos mises en ligne, numérisées et mises en ligne, deviennent des artefacts de mémoire. Ça s'étend jusqu'au groupe. Donc là, j'ai mis en vert des extraits de commentaires, encore une fois traduits par mes soins. Ça s'étend au groupe parce qu'on se rend compte avec sa démarche que beaucoup de groupes n'ont pas de traces de leur passage vidéo, si ce n'est ce que lui a filmé. Donc jusqu'à ce qu'ils les mettent en ligne, ils ne les avaient pas. Que beaucoup de groupes n'ont pas de traces enregistrées de tous leurs morceaux. On n'enregistre pas nécessairement tous les morceaux qu'on prépare. On n'enregistre pas tous les morceaux dans cette version-là. On n'enregistre pas tous ces morceaux avec ce line-up, ce groupe-là. Donc, il y a des interactions super intéressantes entre les groupes qui redécouvrent ou qui se redécouvrent dans l'archive qui est mise en ligne par Andy. Au-delà de ça, la discussion en dessous de la vidéo devient un espace très important d'information sur les groupes, les concerts, les lieux, qui jouait ce soir-là, qui était dans le groupe à ce moment-là, quels sont les concerts, quelles sont les chansons qui ont été jouées, à quel lieu, avec qui en première partie, quelles ont été les difficultés. Donc, il y a plein de commentaires très drôles sur les personnes qui disent « j'ai raté, moi j'étais bloqué dans le métro ce soir-là, je l'ai raté, je m'en veux toujours 20 ans après ». Mais on a aussi beaucoup d'infos et on voit qu'il y a un retour entre ce que Andy sait sur la vidéo et ce que les gens lui donnent. Donc, on a des personnes mal identifiées qui vont être réidentifiées. On va avoir des compléments d'informations, notamment sur un site qui s'appelle setlist.fm, qui est un site qui permet de mettre toutes les listes de concerts, les listes de morceaux par concert, les line-up complets. Et donc, on a une participation sur cette mémoire de la scène punk hardcore qui se fait notamment en partie grâce à cette chaîne-là. C'est aussi un espace de nostalgie et notre nostalgie plus personnelle. On a énormément de commentaires, d'échanges, de discussions autour de l'expérience personnelle des gens par rapport à ce concert-là. Donc, le concert traite du groupe, traite de ce moment-là, mais ce qui va sortir, c'est davantage ce que les gens s'en rappellent. J'ai vieilli, vous étiez tous si jeunes, je ne peux pas croire que c'était il y a 20 ans. C'était un de mes premiers shows, je me souviens avoir été bloqué dans le métro, celui-ci. Donc, il y a beaucoup d'interactions là-dessus qui viennent en fait marquer non pas le concert dans une discussion sur sa qualité esthétique, sur la qualité du son, sur l'importance du groupe, mais davantage sur le parcours de ce moment-là dans l'attachement musical des personnes qui commentent. Ça permet aussi d'identifier les personnages du public au-delà des personnes qui sont sur scène. Beaucoup de commentaires disent j'étais là, telle personne est là, telle personne est là, je vois machin qui fait un mosh pitch. Donc il y a beaucoup de sens social qui apparaît dans cette mise en ligne des archives. Et on voit ici que le sens social de la musique s'ancre vraiment dans la mémoire et dans la participation à cette mémoire collective, en fait. C'est-à-dire que Andy, lui, en mettant en ligne ses vidéos, en apprend plus sur le contexte plus large des vidéos, que ce soit des éléments anecdotiques ou des éléments importants, comme par exemple qui était la première partie d'un groupe pour lequel il est arrivé en retard. Ce qu'on voit aussi, c'est que toutes ces pratiques-là sont
préexistantes d'une certaine manière. Elles sont préexistantes au numérique, elles sont liées à la vie d'une scène, on se rappelle, on parle de tel concert, on garde des flyers, on rediscute ou on se retrouve dans des lieux emblématiques, mais le numérique va faciliter toutes ces formes de discussion et toutes ces formes d'attachement à la musique parce qu'il multiplie les plateformes, puis surtout, il ancre ces plateformes dans des systèmes archivables. Si la vidéo initiale mise en ligne est en soi une archive, le fait d'avoir une page Instagram avec toutes ces archives-là est aussi une autre forme d'archive, une autre forme de conservation, plus dynamique puisqu'elle est ouverte à la participation des fans, des amateurs et des passants. Ce qui est particulièrement intéressant aussi, enfin je terminerai là-dessus, c'est que la discussion passe devant l'écoute. Ça, c'est probablement un des éléments que je trouve le plus étonnant. En parlant avec Andy, il soulignait qu'il a des statistiques, donc il a YouTube et Instagram, il a des statistiques sur YouTube, et il dit sur mes vidéos, la durée moyenne, c'est 1 minute d'écoute, voire 2 minutes maximum, alors que des vidéos durent 30 minutes, 1 heure. Et même chose avec Instagram, il se rend compte que quand il met des vidéos longues, il y a moins de clics que quand il met des clips très courts, quand il met des photos. Alors pour lui, il me dit, ça c'est parce que on est dans une culture de l'instant et les gens ne veulent plus prendre le temps d'écouter un concert. Mais il y a aussi une autre dimension que je trouve vraiment intéressante, c'est que le son est très mauvais. Donc je vous épargne ça, mais c'est pas capté pour le son, c'est capté pour la vidéo, c'est capté comme un témoignage visuel avant d'être un témoignage audio. Et ce qui fait en sorte que l'écoute d'1 heure de concert, de certains de ces concerts, est vraiment beaucoup plus pénible que peut l'être l'écoute d'un enregistrement studio. Cependant, l'enthousiasme est énorme, et donc ça, c'est un cas particulier, mais je le remets en perspective. Il y a d'autres chaînes, beaucoup d'autres chaînes sur YouTube notamment, qui prennent le même parti pris de mettre à disposition des enregistrements live. Et il y a un énorme engouement là-dessus, mais qui est pour la dimension sociale, la discussion autour du concert, le partage d'expériences autour du concert, le partage d'informations. Et tout ça, ça rentre dans ce que nous apprennent les auteurs comme Bennett, les auteurs comme Will Stroh, sur la vie d'une scène musicale ou d'une scène culturelle. La discussion est aussi importante, voire plus importante, la discussion, le partage, la découverte et l'échange sont aussi, voire plus importants que l'objet culturel lui-même. Le morceau de musique passe après tout ce que le morceau de musique permet socialement. J'en ai fini, j'ai dû accélérer un peu quand je me suis rendu compte de l'heure, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me demander d'approfondir telle ou telle dimension de ma présentation. Merci.